Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis M. Yvan Zambo, je suis membre du MUR. C'est l'association congolaise qui mène le combat au sein de la diaspora ici. Tout ce qui a été dit ici est commun à ce que vivent les autres pays, les autres peuples d'Afrique centrale. Notre faiblesse ici, je dois dire qu'il est temps que nous revenions à ce que nos anciens ont connu en France, la FEANF. Lorsqu'il y avait l'État français a été obligé d'interdire ce mouvement en France parce qu'il envoyait un message fort vers les pays d'Afrique noire. Or, aujourd'hui, cette dynamique n'existe pas. C'est vrai, on communique très peu, parce que les Congolais, disons les pays d'Afrique centrale en particulièrement, ne se connaissent pas. Il est plus difficile de se rendre, de partir de Brazzaville pour Kinshasa ou de Brazzaville pour Libreville, que de partir de Lyon ici pour Genève. Moi, quand je vais à Genève, je prends mon train, j'arrive, je passe la frontière. Or, aujourd'hui, je ne peux pas aller au Gabon. Je ne peux pas aller au Gabon. Alors, on a la CEMAC, mais les peuples, on les a cloisonnés, les peuples ne vivent même pas cette CEMAC. Et pour mieux la tuer, ben, on a commencé par tuer l'école, parce que ceux qui étudient ont toujours tendance à vouloir aller chercher d'autres valeurs ailleurs. Alors, je n'ai pas tellement de questions, mais ce que je sais qu'on a des amis de la RDC ici. On a des amis de la RDC ici, avec nous. Moi, c'est une suggestion, c'est que cette rencontre aujourd'hui doit être le départ d'un autre rêve. Parce que parler de la communauté internationale, je n'y crois pas trop. Parce que la communauté internationale, elle est légitimiste. Elle valide ce qui est sur place. Aujourd'hui, Ali Bongo, il paraît qu'il va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Mais si Ali Bongo peut se permettre d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, c'est avec la complicité de la communauté internationale. Parce que la situation dans laquelle les finances du Gabon se trouvent, c'est la même que celle du Congo. Hein. Le Congo, les femmes dont vous parlez, elles ont réussi à trouver ce créneau, mais elles utilisent une couverture pour essayer de régler le problème de certaines politiques congolais. Parce que quand elles inaugurent des écoles, elles vont chercher des parrains du gouvernement qui viennent pour... Voilà, malheureusement, c'est cette triste réalité. Parce que la situation du Congo aujourd'hui, au niveau scolaire, elle n'est pas différente de celle du Gabon. Elle est peut-être pire. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, moi c'est Andy. Moi, en fait, j'ai écouté les trois personnes qui interviennent. Moi, je pense effectivement qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Gabon, on n'a absolument, pour ma part, rien à attendre de la communauté internationale telle qu'on l'a conçue, c'est-à-dire l'Union européenne. Parce que moi, je reviens sur les propos du ministre qui disait que son ONG Unité travaillait de façon à ce que le gouvernement, enfin nous, les résistants, on puisse s'appuyer sur les organisations internationales pour nous aider dans le combat. Moi, je pense qu'avec ce qui s'est passé au Gabon, on n'a absolument rien à attendre de cette communauté internationale. On est passé de déception en déception, alors que la triche a été tellement grosse, elle a été tellement visible, et ils sont tous à valider cette triche. Donc, pour moi, je rejoins plutôt le monsieur Mabiala. Moi, je pense qu'il faut plus qu'on réfléchisse sur une problématique où tous les Africains vont penser à se libérer eux-mêmes. Moi, je pense que la solution viendra de là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette à réfléchir sur des plateformes qui vont nous unifier, qui vont unifier tous les cerveaux des différentes diasporas qui ont le même problème. Donc voilà, c'est un peu ça, donc le sens de mon propos tout de suite là. Merci. La base du Congo démocratique. Démocratique de nom, hein, parce que, voyons,
Je remercie les trois conférenciers pour ce cocktail de la pensée et de l'échange. Je remercie mes frères et mes sœurs gabonaises et gabonais pour ce mouvement qui commence. Ce n'est pas seulement que le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et le Gabon sont comme des jumeaux, des pays jumeaux, mais nous avons un destin commun par rapport aux défis que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Et ce cri, je l'avais lancé samedi à Bruxelles, où je suis allé pour une rencontre de ce genre. Je le lance ici, que cette communauté de destin puisse nous consolider davantage pour aller vers un mouvement fédéral transnational, où au même mot, nous allons essayer ensemble d'opposer les mêmes remèdes. Alors, je reviens très rapidement vers les conférenciers. Nous avons épinglé des concepts clés. Le concept de peuple, le concept de démocratie, le concept de pouvoir. Et puis, en même temps, nous sommes comme interpellés par un ailleurs, ce que j'appellerais une utopie. J'affirme sans circonlocution que la notion de peuple existe comme théorie, mais que nous n'avons pas de peuple gabonais, nous n'avons pas de peuple congolais, nous n'avons pas de peuple brazzavillois congolais réunis comme acteurs capables de faire face à un répondant politique. La démocratie, je m'excuse, c'est un leurre, c'est un luxe, parce que cette démocratie est proclamée aussi d'intention et par la parole, mais elle n'est pas vécue. J'ai entendu le ministre dire que nous avions un arsenal juridique important, une loi électorale, une constitution bien faite. La technique pour suivre les élections était impeccable, mais nous nous sommes trouvés devant un cul-de-sac quant aux résultats et à leur appréciation. Qu'est-ce qui fait que nous soyons tout le temps confrontés à cette contradiction qui est presque insurmontable? C'est l'individu. Maintenant, j'interpelle la diaspora. Que pouvons-nous faire aujourd'hui? Parce que nous sommes interpellés dans le fort le plus intime de nous-mêmes pour pouvoir apporter, et voilà, vous avez dit, soutien au peuple gabonais. Comment allez-vous soutenir le peuple gabonais qui est là, en action, qui meurt de faim, de maladie, de balles? Vous, en étant ici, quelles sont les actions concrètes que nous pouvons mettre en route sur le plan de la démocratisation, de la conscientisation, du soutien d'un suivi qui demain pourra nous assurer que le peuple sera un peuple, la démocratie sera contrôlée, ceux qui seront là rendront de compte. Moi je propose, je termine par là, comme l'échéance et l'avènement des élections pour aller vers une alternance pacifique sont toujours des moments de tremblement, d'inquiétude, de crainte. Pouvons-nous penser, c'est utopique, une instance qui s'appellerait un observatoire international pour la paix et la transition démocratique, où vous et moi, on se mettrait ensemble pour détecter, regarder les pays fragiles, où il y a des risques de débordement et de crise et de violence à l'approche des élections, pour pouvoir accompagner, informer, suivre, contrôler, et puis en même temps devenir une instance de sanction. Ce qui s'est fait au Congo-Brazzaville, ce qui s'est fait au Congo-Kinshasa, ce qui s'est fait au Gabon, est-ce que ce sont des actes qui peuvent et qui doivent rester impunis? Que pouvons-nous faire pour pouvoir saisir les instances juridictionnelles qui existent aujourd'hui, afin que ce que l'on fait demain ne soit pas tenté de le refaire? Je remercie. Juste par rapport à justement la dernière intervention, le questionnement sur le peuple, justement. Le questionnement sur le peuple est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas de peuple gabonais? Est-ce qu'on n'a pas de peuple congolais? Est-ce que la question se pose parce que ça dépend comment on l'entend. C'est pour ça que moi j'ai posé la question même de la construction de l'identité. Ce problème, vous savez, il n'est pas nouveau. Rappelez-vous de la notion d'ivoirité. On parle justement de ce peuple, de cette conscience, cette tentative de construction d'une conscience nationale. Mais elle s'est construite par sectarisme, en clivant en quelque sorte. On est ivoirien parce qu'on n'est pas. Et vous savez que ce débat-là, il s'est posé en Afrique de l'Ouest, mais il se pose en Afrique centrale. Je ne vous fais pas injure si je vous rappelle que Bongo a eu son CP à Brazzaville. Moi, je connais, on a fait ce genre de blague. Pourquoi? Parce qu'on cristallise sur les frontières. Parce qu'on voilà. C'est pour ça que je vous disais, je vous ai donné un peu un élément qui est peut-être demain le moule
de la construction de ce peuple-là. Pour moi, la démarche, ce n'est pas de construire le peuple gabonais par opposition au peuple congolais, parce que c'est ignorer la réalité ethnique et culturelle, parce que c'est une réalité, l'ethnie et la culture. Nous avons des peuples, si on parle au sens culturel et presque biologique, socio-culturel, nous avons des peuples à cheval sur nos différentes frontières. Donc nous devons avoir l'intelligence d'avoir une notion de peuple transversal qui peut faire en sorte que nous sommes préoccupés de gérer le Gabon dans les limites du Gabon, mais avoir une approche qui intègre les autres pays voisins, parce que nous sommes un peuple unique presque sur cette dimension. Voilà, donc à mon avis, la notion de peuple, il faut l'apprendre, pas en séparant, en cloisonnant, pas en clivant, mais avec une approche géographique, politique, socio-économique, dans l'espace des frontières, mais aussi une dimension qui dépasse les frontières, parce qu'il y a une culture commune, il y a une histoire commune, et il y a un destin commun qu'on a déjà évoqué jusqu'ici. Donc je crois que cette notion-là est très importante d'approfondir. En parlant du peuple, il a dit quelque chose d'important. Il parlait d'un peuple capable de répondre au pouvoir. C'est cela qui nous manque. Parce que le peuple n'a pas été éduqué à répondre. On ne l'a pas éduqué comme ça, puisqu'il fallait en faire un peuple de moutons. Il fallait justement les empêcher de pouvoir répondre. Il faut les empêcher de réagir. Donc qu'est-ce qui peut emmener un peuple à être capable de répondre? Il faut qu'il soit éduqué. Il faut qu'il connaisse ses droits. Il faut qu'il sache qu'il a des moyens de pression, qu'il est le moyen de pression, qu'il est souverain. Et donc, justement, les dictatures refusent justement que le peuple entre dans cette dimension de pouvoir lui faire face. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Ali Bongo est surpris. Le pouvoir gabonais est surpris. Ils pensaient que, comme les autres années, comme en 2009, ils allaient opérer leur coup de force, tuer quelques personnes, et cette année, ils se sont dit, allez, on va même en tuer plus qu'en 2009, comme ça, on élimine toute velléité de contestation, toute velléité de manifestation, mais non, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y a un autre peuple qui s'est formé entre-temps. Un peuple à l'ère d'Internet, un peuple ouvert sur le monde, un peuple qui est de plus en plus conscient de ses droits et de sa puissance, et ce peuple-là a dit, cette année, nous ne nous laissons pas faire. Et ce peuple s'est mis à manifester. Donc, il faut que nous comprenions que cet élan que nous avons, nous devons continuer de le transmettre. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut qu'on aille plus loin que la réaction que nous avons aujourd'hui. Il faut que nous puissions, par l'éducation, par la sensibilisation, et quand je parle d'éducation, je ne parle pas forcément d'instruction, d'apprendre à lire et à écrire. Ça, c'est le minimum. Mais dans nos discussions, faire passer l'éducation à la citoyenneté, faire réaliser aux populations qu'elles sont puissantes et que si elles se lèvent, rien ne peut les empêcher de renverser un gouvernement dictatorial. Et ça, nous devons l'avoir en vue, de produire un peuple capable de se défendre, capable de revendiquer ce qui lui revient de droit et de tenir tête à n'importe quel pouvoir. Je crois que ça, c'est un travail que nous devons faire et qui nous prendra tout le temps qu'il doit prendre jusqu'à ce que le peuple soit suffisamment mature. Et je vous assure, quel que soit le président qui viendra après Ali Bongo, je ne pense pas qu'il fera pire, parce que les Gabonais aujourd'hui sont aguerris et il y a des choses qu'ils n'accepteront plus. Mais le travail doit encore se poursuivre. Je voudrais simplement ajouter à la suite de ce que viennent de dire les deux, la sœur et le frère, et surtout à la suite de ce que vient de dire Laurence, qui a dit que quel que soit le président qui viendra après Ali Bongo Ondimba, mais on ne doit pas dire quel que soit. Le président qui vient après Ali Bongo Ondimba, c'est maintenant. Comment devrions-nous faire? Et c'est ça la question qui s'est posée et pour laquelle les uns et les autres prenant la parole se demandaient exactement comment nous devrions faire pour que le président élu par le peuple soit le président qui puisse être le président de l'État gabonais. Régnant, maîtrisant les deux éléments constitutifs d'un État que sont le peuple qu'il a déjà et le territoire qui lui manque. Et par rapport à cette question, j'ai entendu tout le monde dire au niveau des Gabonais, la diaspora gabonaise, par la voix de Mme Laurence Dan, dire Ali Bongo Ondimba a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Au moins, il a unifié les Gabonais. En réalité, il n'a pas unifié les Gabonais. Il a réussi l'exploit de faire l'unanimité contre lui. Mais
cette unité est une unité factuelle et circonstancielle. La question que vous devrez vous poser, diaspora gabonaise, moi je ne suis pas de la diaspora. Moi je suis venu faire un tour pour répartir au front. Je fais exactement comme a fait le général de Gaulle, c'est en allant à Londres qu'il a lancé la résistance et organisé la résistance. Il est même allé jusqu'à Brazzaville. Mais là-bas c'était pour aller chercher autre chose. Aujourd'hui, si M. Ali Bongo Ondimba a pu faire en sorte par son propre comportement que les Gabonais, où qu'ils se trouvent, même ceux qui ne se disaient pas bonjour, se retrouvent circonstanciellement unis, comment faire pour pérenniser cette unité? Vous devrez d'abord répondre entre vous à cette question. Et la réponse ne peut pas être trouvée dans cette salle. Parce que ce n'est étant unis qu'on peut être fort. Et c'est en étant unis et déterminés qu'on peut surmonter tous les obstacles possibles. De sorte que la volonté populaire exprimée au Gabon puisse se manifester. Or, même dans le cas des mobilisations que vous organisez au niveau de la diaspora, vous n'êtes même pas capable de vous désigner des chefs de file. Vous êtes obligés de vous organiser par des équipes tournantes. Vous êtes obligés de vous organiser sans désigner qui est tête de file, parce que les uns et les autres se suspectent entre eux, et d'autres craignent que ceux qu'on désignera seront corrompus demain après-demain. C'est pour cela qu'il faut tirer profit de tous ces traumatismes. Il faut tirer profit de tous ces traumatismes pour envisager comment faire de sorte que ce qui est mis en place puisse tenir. Et que si demain, après-demain, puisque tout être humain est susceptible de faillibilité, s'il arrive qu'il y ait un qui se laisse aller, mais vous le remplacez, vous continuez la lutte. Je souhaitais poser cette question, que vous y réfléchissiez, que ça puisse fermenter au sein de chacun de vous, de sorte que la réponse que vous apporterez en interne à la diaspora gabonaise puisse ensuite s'étendre au niveau des autres diasporas d'Afrique centrale, d'Afrique tout court, pour confédérer les diasporas. J'ai entendu les frères du Congo Brazzaville et du Congo qu'on appelait à l'époque Congo-Kinshasa, qu'on appelle maintenant Congo-RDC, souhaiter regretter d'ailleurs que les dynamiques anciennes, sous notamment la FIAN, ne puissent plus exister. Et qu'aujourd'hui, on se cherche, on se lance des pierres en disant « ce sont les autres qui nous divisent pour régner ». Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Même là où vous êtes dans des pays qui acceptent l'exercice de la liberté, comment vous faites pour ne pas vous unir? Je souhaitais poser cette question d'abord et laisser cela à la réflexion de tous. La deuxième réaction que j'avais par rapport aux questions qui ont été posées, c'est celle posée par la jeune Andy. Vous avez dit que la communauté internationale nous a déçus. Mais j'aurais souhaité que vous citiez quel pays dans le monde qui s'est retrouvé dans la situation exacte du Gabon, encore que les situations ne sont jamais exactes, dans l'espace et dans le temps, il y a des différenciations. Dans quel pays dans le monde la communauté internationale est allée agir à la place de ce peuple? Avant même que nous nous disions, attendez, on en reviendra. Vous avez cité la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les situations n'étaient pas identiques. Et on peut aussi citer la République démocratique du Congo, entre Jean-Pierre Mbemba et Kabila au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2016. Où, lorsqu'il y a eu tentative d'action militaire sur le quartier général de Jean-Pierre Mbemba, il y a eu une interposition de la force de l'Union européenne. Mais c'était deux situations où il y avait des forces militaires opposées. Celle du pouvoir et celle de Jean-Pierre Mbemba. En Côte d'Ivoire, c'était la même chose. Des forces militaires opposées nécessitant une interposition internationale. Et donc, il n'y a que lorsque un peuple se lève
et s'élève comme une même personne pour revendiquer ses droits. Et à la limite, faute des citoyens, de représentants librement choisis, et face à des représentants anciens qui décident d'ôter au peuple non seulement le libre choix de son nouveau dirigeant, mais la libre révocation du dirigeant dont on n'est plus d'accord. Face à cette situation, il ne reste qu'une chose au peuple, c'est d'exercer directement sa souveraineté. Tout peuple, lorsqu'il est confronté à une difficulté, généralement, les populations regardent ce qu'on appelle les porteurs d'essence. Je l'ai expliqué longuement dans le propos introductif de mon ONG. Et les porteurs d'essence, ce sont d'une part les hommes politiques, certes, ce sont les leaders spirituels, certes, mais c'est aussi les intellectuels. Or, la chance de la diaspora gabonaise, c'est que vous êtes quasiment tous des esprits éclairés, des intellectuels, donc des porteurs d'essence. En réalité, les questions que vous vous posez, mais alors comment faire? Ce sont nos papas et nos mamans, nos petits frères et nos petites sœurs, qui sont au village, en fait, qui regardent. Qu'est-ce que la diaspora gabonaise qui se trouve à l'international nous apporte comme lumière pour trouver une solution à l'imbroglio dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est pour cela que vous devrez vous considérer et agir comme tel en tant que porteur de sens, en tant qu'intellectuel, parce que vous êtes un espoir pour l'Afrique, un espoir pour le Gabon. Et cet espoir, il faut prendre les responsabilités. Il y a des marches que vous organisez. C'est déjà quelque chose de positif. Mais ce n'est pas suffisant. Mais pour que la communauté internationale agisse, il faut en même temps que ces marches se fassent en osmose avec l'expression de la souveraineté populaire du peuple gabonais, qui est aussi installé au Gabon. Et ensuite, ne dites pas que la communauté internationale ne nous servira à rien. Prenons le cas du Burundi, qui est aussi un pays d'Afrique centrale. La communauté internationale peut agir, agit. On a l'impression qu'elle est lente, mais elle agit. Au jour d'aujourd'hui, les dirigeants du Burundi sont traduits devant la Cour pénale internationale. Ils y sont. Suivez. En démocratie, il faut être tolérant. Même si on n'est pas d'accord, on laisse l'autre parler et on repose une question. Au Burundi, ils ont traduit les dirigeants burundais devant la CPI. Les dirigeants burundais plutôt, ont eu l'astuce de se retirer de la CPI croyant que ça faisait cesser leur responsabilité. Ça ne cesse pas. D'abord parce que, au moment où les actes ont été commis, ils étaient encore justiciables volontaires devant la Cour pénale internationale. Et ensuite parce que, même les États qui ne sont pas partis au traité de Rome, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit et adopte une résolution demandant à la CPI d'engager des poursuites dans un pays qui est tiers au traité de Rome, les poursuites sont engagées. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous devions continuer à poser comme acte, c'est des actes qui permettent à la communauté internationale de demeurer sensibilisée. La communauté internationale, quand ils parlent, il ne faut pas écouter ça en lisant leurs propos au premier degré. Il faut lire leurs propos entre les lignes. Ils ne peuvent pas demander au peuple d'un État étranger de prendre les armes et de se battre. Si c'est ce que nous attendons, on ne l'entendra pas. Mais si nous voulons le lire, on est capable de le lire. Lorsque un diplomate dit il faut regarder la possibilité de préserver la paix au Gabon, mais il y a les processus électoraux qui vont arriver devant, il faut que la législation électorale soit révisée, mais dans tous les cas, il faut que le peuple gabonais prenne ses responsabilités. Qu'est-ce que ça signifie? Et jusqu'à présent, vous noterez jusqu'à présent que cette position demeure la même, que ce soit vis-à-vis de la France, vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, vis-à-vis de l'Union européenne. La position reste la même.
L'essentiel est que nous ne les décourageons pas par notre inaction, d'une part, et par la façon dont nous leur renvoyons une certaine image de l'analyse que nous faisons de leur prise de position. Vous savez, moi j'ai fait beaucoup de temps en politique. Il y a des techniques qui sont utilisées pour retourner l'opinion internationale contre un peuple qui se bat. Et ce retournement peut utiliser beaucoup de créneaux pour le faire. Nous devrons rester suffisamment vigilants pour que nous essayions de faire en sorte que la communauté internationale, d'une part, nous aide à ce que la CPI engage effectivement et réellement des poursuites contre les autorités gabonaises. D'une part, que la communauté internationale puisse décider des mesures ciblées, notamment l'interdiction d'entrée et de survol de territoires d'un ensemble de pays, dont les territoires de l'Union européenne, dont les États-Unis, et en ciblant des gens bien précis, en gérant leurs avoirs dans les différents pays, en mettant sous scellé leurs différents biens immobiliers qu'ils ont dans tous ces pays. Si nous l'obtenons, les gens qui aiment plutôt vivre entre deux avions, en voyageant ou en première classe ou en deuxième classe, tel que vous l'avez montré vous-même, je vous ai entendu, se retrouveront plus prisonniers que les prisonniers qu'ils envoient matin, midi et soir avec ou sans compte. La communauté internationale ne peut nous aider qu'en sous forme de ces différentes pressions. Et ces différentes pressions existent dans l'arsenal juridique international. Malheureusement, et je parle devant les intellectuels que vous êtes, vous savez que le droit international est resté pendant longtemps un droit mou, faute de possibilités de coercition. Coercition aujourd'hui qui est aujourd'hui possible par la CPI, par les sanctions intelligentes dont je viens de parler, par les mesures du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une résolution peut essayer de mettre, vous savez, le rapport de Abdoulaye Bathily, qu'il a eu à produire dans le cadre des élections au Gabon. Ce rapport donne clairement les pourcentages obtenus par Ali Bongo et les pourcentages obtenus par Jean Ping. Ce rapport est entre les mains de tous les États membres des Nations Unies. Certains États, pourtant, en raison du principe discrétionnaire de la reconnaissance d'un État ou d'un régime, ont envoyé des félicitations à M. Ali. Heureusement qu'ils sont tous minoritaires, et quand vous regardez bien leur corrélation, on comprend pourquoi ils l'ont félicité. D'autres États, même ceux pour lesquels nous pensons qu'ils sont dans des situations identiques avec le Gabon, n'ont pas adressé de félicitations. Le Congo n'a pas félicité. Le Congo-Brazzaville n'a pas félicité. La Guinée équatoriale n'a pas félicité. Et ils ne sont pas allés à la cérémonie de prestation de serment. Donc lorsque nous avons quand même des voisins qui posent de pareils actes, qu'on soit au moins capable de reconnaître que d'une façon comme d'une autre, si nous parvenons à exiger que la volonté populaire soit prise en compte, elle peut le devenir. Mais ne nous décourageons pas si vite, parce que si nous nous décourageons si vite, il est à peu près sûr que M. Ali Bongo, qui compte sur la lassitude du peuple gabonais, qui compte sur les tergiversations des uns et des autres, qui compte sur les faiblesses multiples des uns et des autres, va se dire, je les aurai allégés. C'est juste. Voilà ce que je souhaitais comme réaction par rapport à la première question.